Bonjour à tous et bienvenue dans les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme solo. Aujourd'hui, le titre c'est « Parler avec son cœur ». Qu'est-ce que j'entends par là ? Pour moi, parler avec son cœur, c'est quand on écoute son cœur pour répondre à la question ou à quoi que ce soit dans sa vie. L'autre façon de parler, c'est avec son cerveau. Et là, du coup, c'est la raison et c'est les peurs qui parlent. Et durant mon voyage, pour tester ce parler avec son cœur, j'ai principalement, durant mon voyage à vélo surtout, été dormir chez l'habitant. Et pour ceci, justement, je vais vous parler de plusieurs petites histoires qui me sont arrivées pour vous montrer les différences de parler avec son cœur ou parler avec sa tête. Alors voilà la première petite histoire. Dans mon premier mois de voyage, en traversant le sud de la France, après une journée de 60 km à pédaler parmi les noyers de Grenoble, j'entre dans le petit village de Saint-Sauveur. Rien que le nom veut dire quelque chose. Là, j'aperçois un homme dans son jardin que j'accoste. « Auriez-vous une place pour que je puisse poser ma tente pour la nuit ?» demandai-je. « Bien sûr, ici ça ira ?» me répondit-il en me pointant un carré de gazon. « Parfait, et on commence à discuter de mon voyage, et autres. Il m'invite à boire de l'eau à l'intérieur de sa maison. Au bout d'un moment, il me dit « Tu sais, il y a de la place dans la maison. Si tu veux, tu peux dormir dans un lit. » Quelle générosité! Je rencontre sa femme qui m'invite à manger avec eux, mais plus tard parce que là, ils ont rendez-vous pour leur séance de yoga. Leur fille devrait arriver bientôt, mais en attendant, me voici seule dans cette grande maison, dont je connais les propriétaires que depuis quelques heures seulement. Ils m'offrent même de la connexion Internet pour que je puisse communiquer avec mes proches. Une générosité sans fin. Je rencontre leur fille avec qui je mange. Je passe une très agréable soirée en leur compagnie, ainsi qu'une bonne nuit dans un lit bien douillet. Le lendemain matin, un bon petit déjeuner m'attend avec du fromage de Saint-Marcelin, qui est le village voisin. Des rencontres ainsi donnent du bon cœur et de l'énergie. Ils écriront même une lettre à mes parents pour leur aider à comprendre mon choix. Je n'ai jamais pu lire cette lettre, mais espère que cela a aidé mes parents à accepter qui je suis et non ce qu'ils veulent que je sois. Pour vous dire que ces personnes parlent tellement avec leur cœur, ils ont ouvert une école de couture dans un petit village reculé au Maroc. Et donc, qui m'ont beaucoup parlé pendant notre entretien. Et donc, je leur ai promis que si je passais dans la région au Maroc, j'irais visiter cette école. Mais ceci est sûrement le point d'un autre podcast. Revenons à celui-ci. Voici encore une autre histoire d'une femme qui parle avec son cœur. C'était le 21 décembre 2009, donc toujours dans ma première année. Et me voici sur l'île de la Gomera dans les Canaries. Je commence une journée de grimper dans les montagnes sous une pluie, vraiment un thé hivernal où il faisait froid et où j'avais de la peine à me réchauffer. Donc une journée bien humide et j'arrive dans un petit village dans les montagnes de la Gomera. Au milieu d'après-midi où je cherche un moyen pour me réchauffer et me sécher vu que je suis trempée de partout. Donc dans le petit village, je pars à la recherche d'un endroit sec et forcément pas trop cher, j'ai pas envie d'aller à l'hôtel. Donc je me renseigne à droite à gauche et finalement je tombe sur une femme au milieu du village à qui je commence à parler, qui me propose plusieurs endroits où je pourrais peut-être trouver une chambre. Et petit à petit, en parlant ensemble, on réalise déjà qu'on parle les deux français vu qu'elle est belge. Et elle me propose son appartement dans ce village, qu'elle vient de déménager, donc elle habite dans un autre village un peu plus loin, près de la mer.
Et voilà, donc cette femme m'a offert un appartement où il y a de la connexion. J'ai pu avoir ma douche chaude. Elle m'a autorisé à m'y installer le temps que cette basse pression, toute cette pluie passe, que je puisse repartir. Et par la même occasion, du coup, vu qu'on était pas loin de Noël, elle m'a invité aussi au réveillon pour le partager avec sa famille et ses amis. Donc j'ai accepté et voilà, je me suis retrouvée dans cette famille en tant qu'invitée avec un magnifique repas de réveillon avec moules farcies, gambas à l'ananas ou soupe de potiron, le tout avant une bourguignonne de porc, bœuf et poulet et encore une bonne couronne au moka pour le dessert. Je me suis goinfrée et on a vraiment passé une magnifique fête, bien arrosée aussi, qui s'est finie très tard et à la fin de la soirée, à 2 heures du matin, on s'est retrouvés à jouer de la musique sur la plage. Donc, ben voilà, c'était un joyeux Noël, on peut le dire. Voici une autre histoire qui se déroule au Maroc en avril 2010 et je vais lire mon journal de bord pour vous la faire partager. Nous sommes le vendredi 23 avril, l'anniversaire de ma maman. Je quitte la petite ville d'Essaouira pour me rendre dans la direction de Marrakech. Donc c'est ma première journée en sortant de la ville d'Ouessera. Je me demande où je vais dormir ce soir. Camping ou chez l'habitant? Pour le camping sauvage, il n'y a pas beaucoup de coins où se coucher sans que personne ne m'y remarque. Je prends un petit chemin de terre sur ma droite et cherche des gens ou un endroit. Après le tour de la première ferme où je ne vois personne, je rencontre une femme qui promène sa vache. Quelle chance, elle parle un peu de français. Et elle me dit d'aller vers la maison là-bas, alors qu'elle part dans l'autre sens. Je me dis qu'elle m'envoie ailleurs, encore quelqu'un qui pousse le problème plus loin. Une jeune femme lit un livre appuyé contre le mur de la maison. Je lui demande si je peux dormir et elle me fait rentrer. Elle ne parle pas français, alors elle me donne directement des couvertures, comme si j'allais dormir maintenant à 17h. Il y a 2 jeunes filles dans cette maison avec qui j'essaye de faire la discussion, mais ce n'est pas facile. Soudain, la femme de tout à l'heure apparaît. C'est leur mère. Je suis sauvée, on peut parler un peu mieux. Elle m'accueille avec un thé après avoir pu prendre une douche. On s'entend bien là que prendre une douche dans un endroit ainsi, c'est un bidon d'eau avec une écuelle qu'on se verse sur la tête, n'est-ce pas? Le fils travaille à Essaouira et le mari à Casablanca, tous deux dans la peinture, et ils ne rentrent pas souvent. Elle s'occupe de la maison et de la vache. Une petite description de la ferme. Un mur extérieur avec 2 portes. À l'intérieur, une cour et 4 portes qui donnent dans 3 grandes pièces qui sont polyvalentes, entre salle à manger, à coucher et range-tout. La 4e porte, c'est la cuisine. Le tout en pierre battue. Il y a aussi 2 écuries pour le veau et la vache et les toilettes turques juste à côté. Et quelques fleurs au centre de la cour. C'est très rustique et très convivial en même temps. On va faire une petite promenade autour de la maison. Les voisines nous rejoignent et nous partons pour faire quelques photos du coucher du soleil. Une des petites voisines vient avec moi, elle a 9 ans. Et spontanément, elle me donne la main. Waouh! C'est pour des instants ainsi que je voyage. Je joue aux foot encore quelques instants avant de rentrer dans la maison pour passer une bonne soirée entre femmes devant une table encore bien remplie. Je goûte du couscous au petit lait. Le fromage ici se fait tous les jours dans une bouteille de 5 litres avec de l'eau chaude et du lait. Et tu secoues et encore tu secoues. Et le fromage frais est fait. Enfin, tu secoues beaucoup. Je leur montre quelques photos et il est l'heure d'aller fermer les yeux. Le 24, je me lève vers les 10 heures, après presque 12 heures de sommeil.
C'est fou ce que le vélo me fatigue. Et pourtant, cette fois, mes freins sont bien réglés. Bien sûr qu'un déjeuner m'attend et c'est là que je décide de rester une journée de plus avec elles, afin de voir leur quotidien. À peine fini mon déjeuner, voilà qu'une amie vient boire le thé et c'est parti pour remanger. À 14 heures, c'est la tagine qui nous attend. Voilà ce qu'est leur quotidien. Manger, manger et manger. L'après-midi, je leur apprends à faire des bagues de perles avec celles qu'on trouve sur les habits et des colliers. Voilà que le collier de l'invité y passe. Elles apprennent très vite. Voilà la petite voisine qui vient nous faire un bonjour. En fin de journée, on va faire une marche découverte avec les filles. Près d'1 kilomètre, elles me disent qu'elles ne sont jamais venues jusqu'ici. Je me demande bien ce qu'elles doivent penser de mon voyage. On va même jusqu'à la route et là je vois bien qu'elles ne savent pas si elles osent ou non aller plus loin. Un camion s'arrête à 200 mètres et l'une d'elles a peur et se baisse aussitôt. Qu'est-ce qu'on leur apprend pour avoir aussi peur? Sur le chemin de retour, on fait une pause pour voir le soleil descendant sur l'horizon. Ensuite, il nous faut nous dépêcher. Je comprends bien qu'il faut rentrer avant qu'il fasse sombre. Ces filles ont 18 et 20 ans. J'ai de la peine à m'imaginer ce qui se passe dans leur tête. Comme la veille, je retape dans un ballon un petit moment. Et là, on me fait dire qu'il faut vite rentrer parce qu'il fait froid. Je pense plutôt que c'est la nuit qui leur fait peur. Enfin bref, de toute façon, on ne voyait plus la balle. Le lendemain, je décide de repartir. Je prépare mes affaires et joue encore un petit peu avec les filles. Derrière déjeuner avec ces femmes fantastiques. L'une des filles dit qu'elle aimerait venir avec moi, mais elle me dit qu'elle n'a pas de vélo. Je lui réponds, « T'as qu'à prendre un âne !» Toutes ces femmes sont très très touchantes et cela me déchire le cœur de les laisser. Elles me disent que je peux rester plus longtemps et que je suis la bienvenue si je reviens. C'est ainsi partout au Maroc, entre toutes les invitations que je dois refuser et le fait de rester qu'un jour au lieu d'une semaine, je pourrais rester tout le temps. Je serais toujours au Maroc, je pense aujourd'hui, si j'aurais écouté toutes les invitations. Voilà un exemple pour moi de personnes qui parlent avec le cœur. Et voici une autre histoire de personnes qui parlent avec le cœur qui se passe en Syrie en février 2011. De nouveau, je vais vous lire mon journal de bord. Mardi 22 février. Syrie ou République arabe syrienne, c'est selon vos choix. Aujourd'hui, je veux faire de l'avance et c'est avec une orange dans l'estomac que je quitte mes amis à 8 heures. 38 km de route le long de la côte méditerranéenne. C'est une autoroute autorisée à tous, piétons, tracteurs, vélos. On peut la traverser quand on veut et il y a plein d'échoppes de thé et de café sur le côté. À 10 km, je suis à la recherche d'Alib, le lait, pour mon déjeuner. Il me faut me faufiler dans un petit village pour le trouver. Je déjeune dans le magasin où je l'ai trouvé en faisant la conversation avec 2 femmes, dont l'une parle quelques mots de français. Je me fais offrir un bol de lait et n'ai même pas besoin d'ouvrir la bouteille que je viens d'acheter. Un homme descend la barrière du train à la main, et tend un drapeau vert pour montrer au train que la voie est libre. Je suis en Syrie. Je trouve la pluie pendant 1 heure sur ma route. Je suis bien mouillée, mais je m'en fous. Je veux faire de l'avance aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il va pleuvoir toute la journée. Il me faudra 1 heure ou plus pour être sèche à nouveau. C'est à partir de la ville de Banias que je quitte l'autoroute et la côte pour m'enfoncer dans les terres. Direction sud-est à travers les montagnes. De sacrées montagnes même. Sur les 50 km qui séparent Banias de Masyaf, je dois bien avoir fait 30 km de montée. Moi qui voulais refaire un peu de sport, j'ai été servie. De bonnes suées, surtout au début, mais une vue magnifique et sauvage. Tout ce que je veux acheter m'est offert, des bananes, de l'eau, des thés. On ne peut même pas avoir 3 minutes pour faire pipi que l'on vient me proposer de l'aide.
Décidément trop sympa les gens ici. J'ai beau être au milieu des montagnes, chaque fois qu'un bus ou un camion me dépasse, j'avale une bouffée de gaz. Arrivé dans le village d'Al Quadium, perché sur sa montagne, je m'octroie une pause ovomaltine. Cela faisait longtemps. Ce goût, je m'en lasse pas. Lors d'une de mes rares descentes, deux types me font signe de ralentir. J'hésite, mais l'un d'eux a un fusil sur l'épaule. Ils me demandent mon passeport. Je demande pour quelle raison ils contrôlent. Et ils me répondent « Police !» Je ne saurais jamais s'ils sont vraiment de la police. Ils n'avaient aucune insigne. Mais me laissent passer au bout de 5 minutes en me disant « Welcome !» En regardant mon passeport, ils me disaient « Italia ?» Mais bien sûr. En fin de la descente, 16 km de descente avant d'arriver dans la ville de Masyaf. Une grande surprise pour moi de voir les ruines d'un château au milieu de la ville. Il est 16 heures, j'ai juste le temps d'aller le visiter avant qu'il fasse nuit. Sur le chemin, je fais la connaissance d'un jeune homme de 18 ans qui parle un peu d'anglais. Il me sert de guide. Mais arrivé au château, les portes sont fermées, pas de chance. On va se boire un thé et je lui demande s'il connaît un endroit où je puisse passer la nuit. Il me dit que c'est trop petit chez lui et qu'il y a un hôtel pas loin. Mais voilà que dans le même café, un autre jeune homme me dit qu'il y a de la place chez lui. On repart donc du café et nous allons rencontrer sa femme qui a un magasin d'habits pour enfants. Une jolie Syrienne de 26 ans qui m'accueille dans son magasin avec un café, un thé et même pour le souper avec des pizzas syriennes. Elle parle quelques mots d'anglais et moi j'essaye d'améliorer mon arabe. Je vois presque toute la famille défiler dans le magasin. Je suis une grande attraction. Les bruits courent vite dans la petite ville comme celle-ci. Ensuite, je pars chez la famille pour y laisser mon vélo pour la nuit. Ils n'ont pas beaucoup de place dans leur appartement. Je rencontre donc toute la famille, encore, avec un thé, encore, et des discussions un peu plus intéressantes du fait qu'ils parlent l'anglais. Ensuite, nous nous rendons chez eux et j'ai le droit enfin d'avoir une bonne douche chaude. Cela faisait 20 jours que j'en avais pas eu. Et oui, l'eau chaude est très très chère ici. J'ai même droit à un grand lit tout chaud. À 22 heures, je vais me coucher, malgré qu'ils m'invitent à boire encore du thé et à manger. Mais là, je suis épuisée après cette journée sportive. Le lendemain, je me réveille vers les 8h30 et mes hôtes dorment toujours. Puisque je n'ai pas envie de les réveiller, je me rends seule à la maison de la famille. Et là, tout le monde était debout, comme je m'y attendais, et bien sûr, qu'un déjeuner m'est offert. Olives, œufs, fromage, une soupe de pois chiches, de l'huile d'olive, de la confiture d'abricot et du za'atar, mélange d'épices. Je me remplis la panse, je profite de la cuisine pour faire ma vaisselle, qui est sale depuis 2 jours. Juste avant de partir pour la visite du château avec mon guide. C'est parti pour une petite visite de la ville, d'une boulangerie et du château, qui cette fois est ouvert. Nous pouvons le visiter gratuitement. Et voici un peu d'histoire. Une des citadelles du littoral montagneux syrien les mieux conservées, la citadelle de Maïsaf, fut le siège du pouvoir d'un État islamique ismaélien nazirite. L'origine du site fortifié de la ville remonte au moins du 8e siècle avant Jésus-Christ, et certains vestiges des occupations grecques, romaines et byzantines subsistent. Dirigée par Sinan Rachid ad-Din, la citadelle connut son apogée vers 1140. Dans les montagnes, s'y logea un État autonome et stable durant plus de 150 ans. Après une période de contrôle mamelouk, la citadelle est de nouveau dirigée par la communauté locale vers 1500 et devient même la résidence d'un émir de la région. Depuis, le château a joui d'une magnifique vue sur toute la ville, malgré qu'elle est toute grise. Il manque un peu de couleur dans le paysage. Voilà, ça c'était pour la petite minute historique. On part à la découverte du petit souk du centre-ville. J'ai fait la connaissance de son grand-papa, qui tient une écharpe de tissu. À 85 ans, il tient toujours son écharpe. On se fait bien sûr inviter pour un thé chez la grand-maman et la tante.
Des personnes au cœur immense. Je suis obligée de goûter aux biscuits faits maison. Cette fois, je n'ai plus de place dans mon estomac. Il est l'heure pour moi de récupérer mon vélo et faire mes au revoir à cette famille au grand cœur. Un exemple encore qu'en Syrie aussi, si j'aurais accepté toutes les invitations, je serais sûrement encore là-bas aujourd'hui. Sans parler de la malheureuse guerre qu'ils ont eue jusqu'à aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, je suis sortie du pays juste 5 jours avant la révolution qui a commencé en début mars 2011. Des histoires ainsi de personnes qui parlent avec le cœur, vous pouvez vous en douter, j'en ai vécu des centaines, voire des milliers. Ce n'a pas été facile pour moi de faire une première sélection, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs podcasts parler avec son cœur. Mais bien sûr que j'ai eu aussi des refus, plusieurs fois des portes fermées. Je calculais en France et en Espagne, j'avais environ 5 refus pour une acceptation. Et alors vous, parlez-vous avec votre cœur? À bientôt les amis.